à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Céline Brugnot, je suis programme manager emploi, formation et RSE chez ADN West. Donc ADN West est une association, un réseau de professionnels du numérique, donc qui a trois typologies d'adhérents: les organismes de formation et les écoles de formation au numérique, les entreprises prestataires du numérique et les entreprises utilisatrices du numérique. Donc je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce distinguo dans la suite du webinaire. Donc sur les métiers du numérique, donc moi je vais vous présenter la partie filière numérique en Pays de la Loire, vous présenter quelles sont les entreprises du numérique, l'écosystème, vous donner quelques chiffres clés et tendances sur cet écosystème, et puis ensuite je laisserai la parole à Laetitia et Maëlys de l'école centrale pour vous présenter, rentrer un petit peu plus dans les détails sur les métiers du numérique. Sarah, qui a été stagiaire aussi à l'école centrale, vous présentera son parcours. Et puis, en dernière partie de webinaire, on vous présentera quelques ressources pour vous renseigner sur ces métiers, sur les formations, etc. etc. On a prévu des petits temps de questions-réponses après chaque partie. Donc, on pourra traiter vos questions soit lors de ces moments-là, soit vous pouvez les poser via le chat si c'est plus simple pour vous. Donc sur la partie filière numérique en Pays de la Loire, je vais d'abord vous présenter comment est-ce qu'on distingue les entreprises du numérique. Donc comme je disais, on a pour habitude chez ADN West de distinguer les entreprises prestataires du numérique des entreprises utilisatrices du numérique. Alors les entreprises prestataires, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, ce sont les entreprises dont le cœur de métier est l'activité du numérique, les entreprises de services du numérique, les agences web, les éditeurs de logiciels par exemple. Et les entreprises utilisatrices du numérique, comme leur nom l'indique, leur cœur d'activité n'est pas lié directement au numérique, mais elles l'utilisent dans leurs activités quotidiennes. Donc, sur les entreprises prestataires du numérique, on va commencer avec les entreprises de services numériques, les ESN. Bertrand, vous pouvez passer la slide d'après. Donc, les ESN, ce sont anciennement, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais anciennement, on parlait des SS2I. Maintenant, on parle d'ESN. Donc, ce sont des entreprises qui vont vendre une expertise ou une compétence à une autre entreprise. Elles ont de nombreux domaines d'intervention. Ça peut être le conseil, ça peut être la conception, la réalisation d'implications, ça peut être la maintenance informatique. Elles vont pouvoir faire de la formation. Donc, elles vont intervenir vraiment sur différents domaines d'expertise. Et parmi les grandes ESN que vous connaissez peut-être, on peut citer par exemple Capgemini, Atos, IBM, Accenture. Ensuite, les entreprises, donc d'autres entreprises prestataires du numérique, on va avoir les entreprises qui éditent des logiciels informatiques. Donc, elles vont venir concevoir, développer, puis commercialiser donc des produits logiciels. Donc, elles peuvent travailler main dans la main avec des entreprises de services numériques qui vont être spécialisées justement dans ces solutions logicielles, par exemple. Ça peut être des logiciels métiers, par exemple des logiciels de gestion des stocks, de gestion de la paie, de suite bureautique, de suivi de clientèle. Et c'est bien souvent des entreprises qui sont des logiciels qui sont utilisés quotidiennement par les entreprises clientes et non par leurs collaborateurs. Donc, à titre d'exemple, d'éditeurs de logiciels, on a bien évidemment le bien connu Microsoft, on a une entreprise de la région Sigma, on a Dassault, on a Cegid par exemple dans les logiciels de gestion de paie. Puis, troisième typologie d'entreprises prestataires du numérique. Là, on va s'intéresser plutôt aux agences web. Donc, ce sont plutôt des entreprises qui sont spécialisées dans différentes formes de communication sur Internet. Donc, elles vont avoir des missions variées de conception, de développement de sites web, de communication, de marketing, de gestion des réseaux sociaux, par exemple. C'est une prestation donc, qui est commandée, encore une fois, par un annonceur. Il y a une forte concurrence. Bon, après, généralement, pour toutes les entreprises prestataires du numérique, il y a une forte concurrence. C'est valable un petit peu pour tout le monde. Et donc, pour des exemples d'agences web dans le territoire, on a par exemple Troopers, on a Matière Noire, on a aussi The Tribe. À retenir sur ces entreprises prestataires du numérique, donc slide suivante, donc c'est comme leur nom l'indique, elles vont offrir une prestation. Donc, elles ont une offre de service ou un produit qu'elles vont vendre à des clients. Donc, il y a une dimension commerciale qui est forcément très forte, très prégnante sur ces entreprises-là. Pour les collaborateurs de ces entreprises, certains vont être détachés, c'est notamment le cas pour les ESN, parfois pour les agences, chez les clients.
on va dire ils vont être en prestation, ils vont faire une mission, ils sont considérés comme des externes, en opposition aux internes, des entreprises qu'ils intègrent. Donc voilà, ça c'est un petit peu le vocabulaire qu'il y a autour de ces entreprises prestataires du numérique et on a indiqué sur la slide télétravail, alors c'est vrai, c'était plutôt le cas avant la pandémie, que les personnes qui étaient en régie ou qui étaient prestataires, qui étaient externes, rejoignaient du coup les locaux, des entreprises pour lesquelles ils étaient en mission. Donc ce qui pouvait, impliquer parfois, beaucoup de temps de déplacement. C'est pas forcément des entreprises qui étaient près du domicile, des collaborateurs. Maintenant, la donne a vraiment changé avec la pandémie et avec la généralisation du télétravail. Donc il est beaucoup plus simple, de travailler à distance, voire même de travailler pour une entreprise qui n'est pas dans la même région. Voilà, il y a vraiment un chamboulement, en tout cas de l'organisation du travail aujourd'hui dans ces entreprises, prestataires et c'est aussi valable pour les entreprises utilisatrices qui, desserrent un petit peu les vis, vis-à-vis du télétravail. Donc sur ces entreprises utilisatrices, alors là, pour faire simple, hein, c'est, des entreprises qu'on va pouvoir dire de l'économie traditionnelle. Donc elles représentent vraiment tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'administration, la santé, le commerce, la distribution, enfin bref, vraiment tous les secteurs d'activité. Elles sont plus ou moins matures, sur leur utilisation du numérique. Ça peut aller de la TPE à la multinationale. Alors vous imaginez que si vous êtes couvreur, vous n'avez pas forcément la même utilisation du numérique, qu'une grande entreprise de distribution, mais vous devez quand même l'utiliser pour être référencé, par exemple sur les moteurs de recherche, pour avoir une visibilité sur internet. Donc il y a aussi, enfin voilà, le numérique la transition numérique, elle concerne toutes ces entreprises-là. Pour les plus grosses d'entre elles, elles ont bien souvent des compétences numériques en interne. Donc, on estime qu'à partir de 50 collaborateurs, il y a bien souvent quelqu'un qui est vraiment dédié à l'utilisation du numérique, à la gestion des postes informatiques. Pour les plus grosses entreprises, ça se traduit avec une direction des systèmes d'information, une DSI, une direction numérique ou une direction digitale. Ça dépend un petit peu des intitulés, ça dépend un petit peu des organisations. Les DSI vont être plutôt sur, l'infrastructure, les réseaux. Les directions digitales vont être plutôt sur des compétences liées, par exemple, au marketing, à la communication en ligne. Et puis, bien évidemment et bien souvent, ces entreprises, utilisatrices du numérique font appel aux services des entreprises prestataires, que ce soit des agences web, que ce soit des éditrices de logiciels ou que ce soit des ESN pour venir renforcer les rangs quand il y a des besoins sur des projets. Donc, en résumé, concrètement, dans la pratique, on va pouvoir exercer le même métier, dans une de ces entreprises-là, mais on va l'exercer forcément différemment puisque ce n'est pas le même contexte. Si on est dans une entreprise prestataire, on ne va pas forcément travailler toujours avec les mêmes collègues, on va pouvoir changer de mission, on va pouvoir aller, toucher à d'autres secteurs d'activité. On va pas forcé Alors généralement, il y a quand même une spécialisation, par exemple la banque assurance, l'agriculture, mais en tout cas, ça va être varié. On va pouvoir aller toucher un peu plus à tout, tandis que dans les DSI, pour le coup, on exerce tout le temps pour, le même employeur quelque part. Et là-dedans, moi ce que je vois et ce que j'aime à souligner, c'est que c'est aussi, les métiers du numérique, c'est vraiment une opportunité, d'exercer dans un secteur d'activité qui est en lien avec ses centres d'intérêt et en phase avec ses valeurs, puisque même si le métier est le même, on va pas on va l'exercer, différemment, enfin dans un autre domaine, si c'est dans la santé, si c'est dans l'agriculture. Alors ensuite, donc qui exerce les métiers du numérique? Alors je pense que je ne ferai pas beaucoup de enfin vous ne serez pas surpris, il y a quand même peu de femmes qui sont représentées dans les métiers du numérique. On a 30 de femmes au niveau national, c'est un peu moins au niveau régional, on en parlera juste après et en fait, les effectifs féminins baissent, d'une année sur l'autre dans les universités et ce qui génère aussi des problèmes de manque de enfin, des problèmes de mixité dans les effectifs. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais on parle souvent des biais, dans l'intelligence artificielle puisque, les intelligences artificielles, sont, conduites ou en tout cas sont entretenues par, des effectifs plutôt masculins, donc ça peut générer des biais, par exemple.
Par contre, ce qu'on peut dire et ce qui est plutôt positif, c'est que, peuvent accéder au métier du numérique des profils variés, hein, Sarah va nous en parler juste après. Ce sont des métiers qui sont globalement accessibles, du bac+2 à bac+8 aux personnes en reconversion, parfois même aux personnes qui n'ont pas forcément le bac, et des métiers aussi dans lesquels on peut évoluer. Hem, c'est le point d'après, des métiers et des technologies en constante évolution. Alors on estime, que, la plupart des métiers, de 2030 n'existent pas encore. Donc ça promet, voilà, beaucoup d'évolution, beaucoup d'adaptabilité. Sur la problématique de la mixité, il y a pas mal d'initiatives sur les territoires qui sont mises en place, par exemple avec des stages de découverte du numérique et de ses métiers, à destination de publics féminins. Donc par exemple, les stages Wi-Fi qui sont proposés par, la fondation Agissons contre l'exclusion, donc FACE, sur différents territoires, sur Rennes, sur Angers, sur Nantes. Girls are Coding, donc ça, c'est une action qui est portée par ADN Ouest. Donc ce sont des stages d'une semaine pour des jeunes filles, des collégiennes et puis des lycéennes. Et Jump in Tech, qui est à peu près le même principe, qui est porté par l'association Bicomtech. Il y a aussi des associations qui portent, des ateliers, qui font des interventions auprès des femmes et ou des jeunes femmes, ou des étudiantes ou des lycéennes ou des collégiennes qui vont leur parler directement. Donc il y a l'association Femmes Digitales de l'Ouest, il y a l'association Estime Numérique. Le Wagon Nantes, par exemple, propose aussi des ateliers, d'initiation au code. Et puis il y a des formations, 100 féminines aussi qui sont mises en place, par exemple la formation hackeuse de Simplon. En termes de reconversion, alors la reconversion, c'est un vrai sujet dans les métiers du numérique puisqu'il y a un manque enfin voilà, il y a un vrai manque de compétences. Donc il y a à la fois des parcours qui vont être proposés aux personnes en reconversion pour confirmer ou infirmer un projet de reconversion vers les métiers du numérique. Je pense à la prépa tremplin qui est proposée par, la fondation Agissons pour l'emploi cette fois-ci et à la déclinaison, nantaise du dispositif Invest in Digital People, donc qui permet, aux demandeurs d'emploi d'être formés à un métier du numérique et à travers une POI, d'intégrer ensuite les rangs de l'entreprise, partenaire qui les aura recrutés via, ce dispositif à l'issue d'une formation de 400 ou 600 heures. Ensuite, quelques chiffres, sur cette filière numérique en Pays de la Loire. Donc je parlais des entreprises utilisatrices, des entreprises prestataires. Alors les entreprises utilisatrices, forcément, elles sont beaucoup plus nombreuses que les entreprises prestataires. On en compte à peu près on estime à 11 000 entreprises, utilisatrices et à 1 300 entreprises prestataires. Alors ça, je ne l'ai pas mentionné dans la slide, mais ce sont les chiffres de l'Observatoire régional des compétences numériques, ORCN, qui est une enquête, annuelle portée par ADN Ouest. On estime que le nombre de salariés dédiés au numérique s'élève à 103 500 salariés. Il est en légère hausse par rapport à 2019 et ça représenterait 6 à 7 des emplois de la région. Donc sur la répartition femmes-hommes, en Pays de la Loire, on compterait donc 81 d'hommes et 19 de femmes parmi les effectifs numériques. Donc on est plus bas, que les estimations donc, nationales. Il y a eu en 2020, 8 100 embauches dans le numérique. Alors ça a été divisé par 2 par rapport à 2019, donc c'est évidemment en lien avec la crise sanitaire. Alors ça peut paraître, beaucoup cette division par 2, mais 8 100 embauches, ça témoigne quand même que le secteur numérique reste, en croissance, reste dynamique. Et donc parmi les fonctions donc, qui ont été le plus recrutées en 2020, donc c'est les fonctions, toujours liées au métier du développement et du test, au métier du pilotage opérationnel, donc plutôt la gestion de projet, au métier du marketing et à la communication digitale. Et le développement commercial fait vraiment son apparition, parmi les fonctions les plus recrutées cette année. C'est une tendance qu'on observe, plus récemment, enfin, c'est une tendance plus récente, pour le coup, puisque, ben, c'est directement lié à la crise sanitaire, hein, qui dit concurrence, dit avoir besoin de se faire connaître, de mieux faire connaître ses solutions, donc d'embaucher, des commerciaux. Et donc il y a aussi des formations, hein, qui sont apparues sur le territoire. Je pense à la Rocket School, je pense à Evoteam qui propose, des formations, sur le développement commercial. Et parmi donc les besoins exprimés des entreprises pour, demain, donc c'est tout ce qui a trait à la dématérialisation. Ça fait quelques années que c'est un sujet. La cybersécurité, c'est pareil, ça reste aussi en top, des sujets des entreprises. Tout ce qui a trait au cloud et à la data.
Céline, je vois qu'on a une première remarque, Alors, dans le chat sur, alors je pense que c'était sur la thématique d'avant, sur effectivement tout ce qui est fait en termes de, promotion de la filière, de, enfin de travail sur la question de la mixité. Donc la remarque, c'était effectivement beaucoup de choses sur Nantes. Est-ce qu'il y a des choses sur, d'autres territoires également? Donc est-ce que, les structures que vous avez nommées ont une portée régionale ou un champ d'intervention plus large? Wi-Fi, pour le coup, effectivement, ils ont aussi des antennes en Bretagne, en Maine-et-Loire également. Enfin, voilà, Angers, genre, j'ai en tête Nantes, Angers, Rennes. Il y a peut-être d'autres antennes. Estime Numérique est sur les 2 régions, donc est à la fois sur Pays de la Loire et à la fois sur la Bretagne. Et puis les stages, Girls Are Coding, on essaye aussi, nous, côté ADN Ouest, d'aller adresser, d'autres départements, d'autres villes que juste Nantes et la Loire-Atlantique. D'accord. OK. N'hésitez pas à réagir s'il y a d'autres remarques, d'autres questions, sur la présentation que fait Céline. Je te laisse poursuivre Céline, du coup. Je crois que c'était tout. Après les chiffres clés, on passait un petit temps de questions-réponses et puis après c'était au tour de Maëlys et Laetitia. Donc si vous OK. avez, quelques questions, Alors n'hésitez n'hésitez pas pas, à les vous poser. pouvez normalement réactiver votre micro si vous avez envie de réagir à cette présentation, s'il y a des questions sur cette filière numérique. Les chiffres sont surtout sur Nantes. Non, pour le coup, alors cette enquête, cet observatoire régional des compétences numériques s'adresse, donc là, ce sont les chiffres Pays de la Loire. OK. Pouvez-vous nous en dire plus sur Invest in Digital People? Alors, Invest in Digital People, concrètement, c'est une POI, donc une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces dispositifs, ce sera plutôt Pôle emploi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de recenser les besoins en compétences des entreprises, là où elles ont des difficultés à recruter, d'identifier les besoins communs. Donc là, typiquement, on l'a fait l'année dernière avec l'École centrale de Nantes. Il y avait beaucoup de besoins en développement Java. Et donc ensuite, dès qu'on a suffisamment de besoins, donc à peu près un peu plus d'une dizaine de besoins, on va sourcer des demandeurs d'emploi qui seraient intéressés par une reconversion dans les métiers du numérique. On va ensuite les former pour 400 ou 600 heures là, pour les prochaines promos. Et puis, à la suite de cette formation, ils vont donc intégrer les rangs des entreprises qui ont exprimé un besoin. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un dispositif en lien avec, tous les acteurs de la chaîne, les entreprises qui vont exprimer un besoin, qui vont travailler, avec l'organisme de formation qui sera sélectionné au montage de la formation pour que voilà, les compétences correspondent bien aux besoins, des entreprises, à la majorité des besoins des entreprises. Et puis ensuite, dès que la personne, intègre les rangs de l'entreprise, elle continue à être formée, en interne pour le coup, par les autres collaborateurs et à être accompagné pour poursuivre sa montée en compétences et réussir sa reconversion professionnelle. Les besoins sont essentiellement à Nantes, alors non, pas forcément. Alors évidemment, il y a une plus forte concentration, d'entreprises à Nantes, mais je sais qu'il y a pas mal de besoins, enfin donc je vois Juliette Carène, donc il y a pas mal de besoins, sur Saint-Nazaire également. La Roche-sur-Yon, enfin voilà, nous, en tout cas, côté ADN Ouest, ce qu'on observe, c'est que, il y a des problématiques, hein, d'attractivité territoriale, de par les territoires, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont implantées, sur ces territoires-là et c'est pas forcément toujours facile d'attirer, des candidats, d'autant plus quand, le marché est extrêmement tendu. Si je peux intervenir juste 2 petites secondes pour la Carène. Nous, au niveau des effectifs, ils sont vraiment stables depuis des années et ils sont peu importants. En fait, par contre, quand il y a des besoins, ils sont très difficiles à pourvoir Mmh. et on est plus, en effet, vous parliez des bac+2 à bac+8, on est plus vers le bac+5, voilà. Mais en fait, voilà, on entend beaucoup que les personnes vont avoir des difficultés à recruter, mais en fait, on est sur un nombre de postes qui est vraiment peu élevé. Enfin, sur un nombre de besoins en recrutement qui est peu élevé, parce que nous, c'est vraiment stable depuis des années. Et a priori, c'est ce que montre aussi l'enquête qui est faite par L'enquête, l'ORCN. ouais.
Et puis après, tout à l'heure, quand je parlais des initiatives qui existent, certes, il y a Wi-Fi, mais après, je pense que beaucoup de dispositifs que vous avez présentés, en fait, sont quand même, me semble-t-il, très nantais, en fait. Nous, c'est vrai qu'au niveau des initiatives, on en a quelques-unes, mais toutes ces structures, elles sont quand même essentiellement basées sur Nantes, il me semble. Après, j'espère que je me trompe. En fait, ça dépend vraiment des antennes. Enfin, moi, je vais répondre pour ADN Ouest. Pour le coup, on a évidemment, on a un ancrage nantais, mais la stratégie, c'est aussi d'aller adresser d'autres types de territoires. Donc, on va essayer de développer d'autres actions. Mais évidemment, comme vous le dites, il y a moins d'entreprises. C'est un petit peu moins dynamique par rapport à Nantes. Donc, c'est parfois plus compliqué. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Par exemple, on va monter un stage normalement Girls Are Coding à La Roche-sur-Yon en février 2022. Ok. Merci pour ces remarques, ces interventions. Du coup, je propose que Maëlys et Laetitia, vous poursuivez donc, sur la présentation du coup, des métiers et des itinéraires de formation donc, pour accéder au secteur du numérique. Merci Bertrand. On peut peut-être déjà se présenter avec Maëlys. Donc, on est toutes les deux chargées de projet formation. Donc, à l'École centrale de Nantes, formation continue. Et cela fait voilà, quelques années qu'on accompagne plutôt des personnes en reconversion professionnelle sur les métiers du numérique, dont un fera un petit focus. C'est Maëlys, si tu souhaites dire un petit mot en complément. Non, exactement. On travaille sur de la coordination de formation, sur différents types de formations, mais on vous en parlera plus tout à l'heure. Et voilà, moi j'ai eu la chance de coordonner une formation à laquelle donc Sarah Legras, qui est présente avec nous, a participé en tant que stagiaire. Et puis on verra tout à l'heure, Sarah pourra se présenter davantage sur son parcours et puis sur peut-être les difficultés qu'elle a rencontrées pour vous donner une idée. Merci. Donc, on va commencer par vous présenter en effet les différentes familles métiers et les métiers qui sont accessibles principalement à la reconversion. Il y en a plein qu'on pourrait vous présenter, mais de par l'enjeu de ce webinaire et le temps alloué, on va faire un focus sur en effet ces métiers. On va passer à la slide suivante. Donc, juste pour introduire, déjà, pour vous donner un panorama, ici, vous avez une représentation, en effet, qui est issue justement de l'enquête de l'ORCN, qui vous permet de voir d'où viennent, en termes de formation, d'où viennent les futurs professionnels du numérique. Et vous pouvez voir que sont cités notamment les établissements de formation professionnelle, et on voit que 11% en Bretagne, il y a 11% en Bretagne et 8% du coup en Pays de la Loire pour les prestataires ou 28% et 18% pour les entreprises utilisatrices. Donc, un pourcentage non négligeable quand on regarde ces chiffres-là. Alors, pour les différentes familles métiers, les métiers du numérique, c'est très large. On a une famille métier qui est assez populaire puisqu'il y a vraiment de forts besoins, qui est la famille des métiers en développement, donc développement d'interfaces web, d'applications, etc. On a toute cette partie qui est assez historique, qui est plutôt liée à la partie réseau, sécurité. On parlait de DSI tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt ce métier-là qui est un peu plus historique. On a ces métiers qui sont plus des métiers de proximité, assistance, support, maintenance, qui sont plus visibles, pareil, qui ont aussi une dimension historique. Et puis, on a ces métiers qui sont plutôt émergents aussi sur la partie marketing, e-marketing, le poids du digital dans le marketing et dans le commerce, avec la création de pas mal de nouveaux métiers ces dernières années. La data, qui est devenue ce qu'on appelle, nous, l'or noir dans le numérique. On est encerclé par toutes ces données, donc c'est un domaine pareil qui requiert beaucoup d'expertise professionnelle avec des métiers qui se sont spécialisés autour du traitement de ces multiples données. La partie création, graphisme, design, alors que ce soit sur le web, sur les outils digitaux, mais vraiment aussi sur ces métiers, on en parlera tout à l'heure, plutôt dans l'UX, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, accompagner l'utilisateur sur les interfaces, rendre une interface ergonomique, etc. On vous en parlera tout à l'heure. C'est la slide suivante pour les 3 dernières.
Donc, il y a évidemment toute la partie communication, hein, vraiment communication digitale avec les agences de communication. La partie robotique, on parle beaucoup d'objets connectés. Voilà, on est encerclé par les objets connectés. Alors, il en existe depuis longtemps à usage industriel, mais on en voit un peu plus maintenant à usage personnel. Mais c'est vrai que pour capter ces données, on est encerclé d'objets connectés et d'outils robotiques qui font appel à de l'intelligence artificielle, etc., pour élaborer des produits d'innovation et de pointe. Et puis, ces outils plutôt de gestion, de pilotage que sont amenés à utiliser tous aujourd'hui les chefs de projet, les managers, où le numérique est au service voilà, aujourd'hui du pilotage, du management. Alors aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter 5 métiers qui sont accessibles à la reconversion avec peu ou pas de qualification, avec des degrés un peu différents selon les métiers. C'est un choix qu'on a fait personnel, il en existe d'autres, mais en tout cas, on va vous présenter ceux-là. Donc, on va vous faire une présentation brève de chaque métier. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais voilà, nous, on reste aussi disponible si besoin, soit sur LinkedIn, soit par mail pour compléter si vous avez des questions particulières ou même au moment des questions-réponses. Donc, on va vous présenter ces 5 métiers et on va commencer par le premier métier qui est le métier de consultant fonctionnel. Donc, c'est un métier qui est un petit peu particulier, dont vous avez peut-être entendu parler, mais peut-être pas, parce qu'il n'est pas forcément très mis en avant dans le cadre des reconversions, puisque c'est un métier qui va se faire en lien avec les équipes de développement. Et c'est le consultant fonctionnel en fait qui va aller voir le client, essayer de comprendre la demande, analyser la demande, créer un cahier des charges qui va être transmis aux équipes techniques pour pouvoir développer une application ou un produit qui est demandé par le client. Donc le consultant fonctionnel, lui, au niveau de ses savoir-être et de ses aptitudes, il a vraiment besoin d'avoir une écoute, une empathie et puis un sens du relationnel assez important, puisqu'il va vraiment être dans l'échange avec des clients qui n'ont pas forcément cet aspect technique et des équipes qui sont plutôt, eux, sur le versant technique. Donc il faut qu'il puisse jongler entre la technique et le côté fonctionnel de l'application et du site. Il va pouvoir donc créer ce cahier des charges et puis un petit peu segmenter le projet en différentes tâches voilà, pour pouvoir accompagner les équipes techniques. Donc au niveau du consultant fonctionnel en tant que tel, il existe peu de formations vraiment sur ce métier spécifique. C'est plutôt un métier qui va venir en seconde partie de carrière pour des personnes qui ont vraiment ce côté très communicant, qui ont vraiment une facilité à aller vers l'autre, à communiquer, à être empathique et à analyser une situation et à le traduire en côté technique. Donc il faut quand même avoir des connaissances techniques, mais ça va être vraiment sur des personnes qui ont un bon relationnel. C'est une personne qui va faire l'interface aussi entre, justement les utilisateurs finaux et puis la partie technique? C'est ça, Ouais, exactement. d'accord. Ouais, ouais. Donc c'est une personne qui a vraiment qui jongle entre plusieurs langages et qui doit avoir une bonne connaissance déjà du besoin de l'entreprise, mais aussi une bonne connaissance des impératifs des métiers techniques. Voilà, chaque métier a des impératifs et donc il le prend en compte. Voilà, donc c'est plutôt quelqu'un qui va être spécialisé sur de la gestion de projet et voilà, sur les différentes méthodes. Là, on vous a mis la méthode agile qui est une méthode de gestion de projet très utilisée en développement. Donc, j'en dis pas plus sur ce métier-là. On va plutôt vous présenter d'autres métiers qui vont plutôt peut-être vous intéresser dans le cadre de vos accompagnements. Donc là, sur le développeur web, aujourd'hui, on n'est plus sur une vision du développeur web qui est seul dans le noir avec des cheveux longs et qui mange des chips et qui parle à personne. On est bien loin de cette vision-là. Aujourd'hui, le développeur web, il doit avoir vraiment une bonne capacité à communiquer, à échanger avec les équipes, puisque les équipes projets peuvent être plus ou moins grandes, comme vous l'a présenté Céline tout à l'heure. Donc, il faut aussi avoir une bonne communication et une bonne compréhension des enjeux des métiers avec lesquels on travaille. Il faut avoir aussi une bonne curiosité, puisqu'aujourd'hui, les technologies avancent très rapidement. Et donc, il faut se tenir informé constamment des nouvelles technologies, des nouvelles technos qui sont sur le marché pour pouvoir s'en emparer. Donc, une grosse curiosité, une grosse motivation et aussi une passion pour tout ce qui est développement et le côté technique.
Sachant que sur le métier de développeur web, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le front-end, donc ce qui est visible sur un site internet. Et le back-end, ça va être tout ce qui est technique, qui est plutôt en arrière-plan. Voilà. Et ces deux parties, le front et le back, vont faire appel à des compétences différentes chez les stagiaires. C'est-à-dire qu'une personne qui va être très minutieuse, qui va vraiment aimer le côté très logique et technique, il va plutôt être attiré par le back. Et toutes les personnes qui ont plutôt ce côté un peu plus créatif, un petit peu plus voilà, sur de la créativité, ça va plutôt être sur du front. Donc c'est un très gros résumé que je vous fais ici, mais ça vous donne en tout cas des premières pistes de réflexion. Donc le développeur, il va vraiment venir développer le côté technique de l'application, donc du besoin du client, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, résoudre une problématique algorithmique jusqu'à concevoir l'application, la modéliser et la tester pour les aspects sécurité. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin puisqu'on pourrait y passer la journée juste sur chaque métier et je vais passer la main à Laetitia sur UX designer. Merci Maëlys. Donc pour le métier du UX designer, alors je précise juste en complément que tous les métiers qu'on vous présente, ce sont les métiers pour lesquels les participants à nos parcours, et particulièrement au parcours développeur web, ont été amenés à exercer à moyen voire court terme en entreprise. Donc on a la certitude que ces métiers présentés sont bien accessibles par la reconversion professionnelle. Donc, métier du UX designer, alors l'UX designer a pour mission en fait de créer de définir les interfaces de telle sorte à ce qu'elles soient agréables, optimisées pour les utilisateurs. Donc, ça demande en effet pas mal de connaissances en graphisme, en design, tout cet aspect aussi de design émotionnel qui est d'actualité puisqu'on doit accompagner et jouer sur les émotions pour rendre un site attrayant et pour les utilisateurs. Donc, il a cette mission de définir, je dirais, un itinéraire idéal sur un site web. Donc, pour ça, en effet, il définit déjà, il identifie les utilisateurs, il crée des personas, des profils types d'utilisateurs, et puis il crée ces différents parcours via l'interface pour adapter vraiment le produit, le service aux besoins et aux objectifs. Donc voilà sur les principales compétences. Alors bien évidemment, ça demande des aptitudes relationnelles, une bonne écoute, une ouverture d'esprit, une créativité. Mais au-delà de ça, il faut être également force de proposition et aimer collaborer, puisque là, vraiment, il y a un aspect collaboratif qui est indéniable pour ce métier, avec notamment des nombreux ateliers, en effet, de co-construction à animer pour valider ces projets. Voilà pour le métier du UX designer. Et ensuite, on va vous présenter le métier de testeur. Donc, le métier de testeur, il intervient après le développeur. Donc, le développeur est là pour concevoir les différentes pages du site. Et le testeur, eh bien, se voit repasser le bébé, je dirais, la page par le développeur et a pour mission de valider la structure du code, valider l'efficacité. Alors, un aspect fonctionnel et technique aussi. Donc, ça demande à créer des scénarios pour valider ces structures de code. Donc, il y a des tests à exécuter. Donc, il y a tout un apprentissage en termes de connaissances justement sur l'automatisation des tests, les procédures de tests, voire en créer en fonction du niveau de compétence de la personne. Et il est cette espèce de garant de la stabilité, la qualité de la production des développeurs. Donc, il y a vraiment une interface entre lui ou elle et ses équipes de développement, en développement. Ça demande d'avoir aussi de bonnes compétences en écrit. C'est vrai qu'on fait un focus là sur la technique, mais au-delà du relationnel, il y a aussi cet écrit. Il est important que tout soit formalisé, que ce soit développeur ou testeur, pour que vraiment ils puissent faire le relais de leurs travaux. Donc, les méthodes agiles vont ressortir toujours, en effet, puisque dans le numérique, les méthodes agiles sont utilisées, peu importe le métier.
Donc, c'est plutôt une personne qui est relativement autonome, qui est plutôt rigoureuse, en l'occurrence, pour appliquer les méthodes de test, qui a une bonne capacité d'analyse et puis qui s'est fait preuve de tact aussi pour ne pas remettre en cause non plus le travail de ses collaborateurs, des développeurs. Et enfin, un métier qui sort un peu du champ du développement, mais qui est le métier de technicien support. C'est un autre métier également accessible assez facilement, je dirais, en tout cas, qui peut être proposé en fonction des aptitudes des personnes en reconversion. Donc, le métier de technicien support consiste à être en assistance aux utilisateurs. Donc, aux utilisateurs, je pense au quotidien, hein, c'est-à-dire de logiciels, d'outils de travail même bureautique ou d'un ordinateur, environnement de travail globalement. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà une appétence, qui sont à l'aise avec le numérique, avec les outils du numérique avérés, et qui vont donc vraiment répondre aux demandes, soit de personnes qui sont en interne dans une entreprise, soit qui peuvent être à l'externe si en effet l'entreprise passe par une société externe pour répondre à ces besoins. On est plutôt sur des connaissances techniques en termes de réseau, de système, d'environnement, de système d'exploitation, sécurité informatique, logiciel. Et il peut être demandé un petit peu de programmation, pareil, en fonction du niveau ou l'opportunité emploi. Voilà, le volet programmation, c'est un petit bonus pour ce métier-là. Donc, à la différence des autres métiers, s'il y avait un accent en termes de savoir-être, aptitude, c'est surtout le côté pédagogue. Ça demande en effet faire preuve de patience au téléphone quand on a une personne qui s'agace d'un outil qui ne fonctionne pas comme on voudrait. On doit être assez empathique et puis communiquer les bonnes informations sans juger voilà, l'autre personne au téléphone, l'accompagne mieux. Donc, il y a ce rôle d'assistance avec la pédagogie qui est très importante. Et une bonne gestion des émotions, bien évidemment. Voilà pour les 5 métiers qu'on voulait vous présenter. Merci Laetitia. Aujourd'hui, donc on va passer maintenant au témoignage de Sarah. Donc, juste pour la petite introduction, donc Sarah a suivi une formation de développeur web à l'École centrale de Nantes. Donc, c'est une formation qui durait 6 mois en présentiel et de 1 mois et demi à 6 mois de stage en entreprise et qui menait à un titre professionnel de niveau Bac+2. Et juste pour information, à l'entrée en formation, le recrutement n'était pas fait sur un niveau de diplôme ou un niveau d'expérience, puisque justement, la formation est labellisée ce qu'on appelle grande école du numérique. Donc, il y a eu 90% de cette promotion que Sarah a suivie, qui était composée de personnes qui avaient un niveau bac ou un niveau en dessous du bac. Voilà, donc ça c'est juste pour la petite information. Donc, Sarah, merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours jusqu'à la formation, pour commencer? Du coup, avant d'arriver à Centrale, moi j'étais cavalière professionnelle. J'ai fait partie des équipes de France pendant 2 ans. Et j'ai pas mal fait d'enseignement aussi dans le milieu du sport et particulièrement du cheval. Et à un moment, je me posais pas mal de questions. J'étais plus trop en phase avec le milieu du cheval. J'avais plus autant d'envie. Et comme j'aime bien tout ce qui est performance, comprendre comment les choses fonctionnent, enfin voilà, j'avais vu un petit peu ce qu'était l'informatique sans mettre vraiment les mains dedans. Et en prenant le temps de me poser, de réfléchir, de vraiment me concentrer sur ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais et ce à quoi j'aspirais, j'ai pu découvrir tout ce qui était orienté autour du numérique. Et j'ai été pas mal encadrée parce que c'est vrai que quand on commence à regarder et qu'on tape voilà, formation de développeur ou même les formations qu'il y a autour du numérique, on voit plein de choses. On voit plein de propositions sans trop savoir ce à quoi ça correspond et ce qui va être vraiment bien sur des formations courtes. Et du coup, la formation à Centrale, ça donnait déjà pas mal de poids du fait que ce soit Centrale et du fait de la réputation de l'école.
Ok. Et du coup, dans ce choix-là, dans cette reconversion au sens large, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières au-delà du choix de la formation? Bah, c'est pas toujours facile quand on a déjà travaillé de se réasseoir et de se remettre à se remettre sur les bancs de l'école. Ça, c'était la 1re difficulté. Après, quand on est bien motivé, c'est juste, la première semaine où c'est un peu dur de réussir à bien écouter sur toute la journée, dans les problématiques qu'on avait quand on était tous à l'école. Et puis, il y a toujours un moment dans la formation où, c'est dur de faut bien capitaliser, bien tout comprendre, retravailler le soir. Il y a toujours un moment où on se dit: «Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'avais raison de tout quitter?» Et c'est à ce moment-là qu'il faut se reposer les bonnes questions et se dire qu'on n'est pas là par hasard, que tout le monde a un moment où c'est un petit peu plus difficile. Et ces formations-là, elles sont vraiment chouettes parce qu'on vient tous d'horizons différents et on est tous là, on forme vraiment un groupe. On s'apporte tous avec une expérience mutuelle et ça permet de rebondir et se rappeler que si on a fait le bon choix, c'est une chouette aventure et c'est une belle seconde chance. Ok, super. Et du coup, justement, comment ça s'est passé ton entrée en formation? Comment ça s'est passé le recrutement? Et puis, comment s'est passée la formation, peut-être sur le volet technique aussi. Et bah, du coup, pour rentrer en formation, il y avait une 1re réunion d'information avec un petit test à la fin qui permettait surtout de présenter le fonctionnement de l'école centrale, ce qu'allait être, la formation Web Impulse. Il y avait 3 entreprises partenaires qui étaient là, qui se présentaient aussi et qui, mine de rien, ça permettait de donner vraiment du crédit puisqu'on voyait que des futurs employeurs potentiels étaient là et s'intéressaient réellement aux participants qui allaient être retenus. Et après, on avait un entretien, avec, 2 personnes de centrale et une entreprise partenaire pour valider, voilà, le profil, la motivation et vraiment valider le projet, que ce soit pas une idée comme ça et que ça se perde un peu, qu'il fallait vraiment être motivé et vraiment s'accrocher. Et après la formation, c'était, du coup, ouais, les 6 mois en présentiel, hors covid. Et avec toute une partie vraiment de technique pure, mais aussi ce qui était chouette sur cette formation-là, c'était d'avoir toute une partie plus, voilà, plus fonctionnelle, être capable de réussir à s'adapter à un nouveau fonctionnement d'entreprise pour, des personnes comme moi qui étaient dans quelque chose vraiment de tout autre, avec des codes complètement différents de ce que je fais aujourd'hui. Mais être capable aussi de se présenter à un entretien, de pouvoir se sentir à l'aise dans sa nouvelle vie. C'est assez anecdotique, mais là, pour être embauché à Humanity, il y a la question heu, par exemple, des prétentions salariales. Bon, bah, moi, c'est quelque chose que je découvrais dans le cheval, ça n'existe pas et c'est quand même chouette de pouvoir être préparé et d'arriver à un entretien en étant serein et se dire qu'on est tout à fait capable. Ok, super. Et du coup, justement, aujourd'hui, t'en es où alors à Humanity? Comment ça s'est passé, la fin de formation et puis ton embauche? Et bah, du coup, moi, j'ai fait mon stage pour la formation à Humanity, donc qui durait 3 mois. Et au milieu du stage, l'entreprise, elle est en pleine expansion, donc ils commençaient à chercher des profils, plutôt sur des développeurs seniors. Mais vu que j'avais fait mon stage chez eux et que ça s'est bien passé, on a commencé un petit peu à en discuter. Moi, j'avais envie de rester et eux, ils avaient plutôt envie de me garder aussi. Et du coup, je suis en CDI, j'ai transformé le stage en CDI chez Humanity et j'arrive à 8 mois là en tant qu'employée chez eux. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Sarah. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Sarah et son témoignage. Bravo Sarah, quel beau parcours. Merci. Alors, il y a effectivement eu des questions et des réactions Mm. auparavant. Alors, plutôt effectivement sur l'aspect formation, ce que disait Maëlys, c'est qu'on va y venir. Et puis Mm. aussi une question sur les méthodes agiles. Quand vous parlez de méthodes agiles, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, bah voilà, Laetitia a mis un lien sur les méthodes agiles, puis je vais juste dire un tout petit mot pour illustrer, très rapide. En fait, auparavant, sur les méthodes de développement web, on était sur un client qui demandait quelque chose à une entreprise, à une équipe projet de développement. Et parfois, il pouvait se passer 2 ans avant la remise finale du produit final qui était demandé. Pendant ces 2 ans-là, la demande du client avait évolué. Donc, en fait, on se retrouvait avec ce qu'on appelait des méthodes en V, donc c'est-à-dire qu'il y avait la demande du client,
La solution a été développée et elle a été remise au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, le client se disait: ah bah non, c'est plus ça qu'on veut aujourd'hui. Donc en fait, ça posait des difficultés au niveau de temporalité. Donc en fait, la méthode agile, c'est une méthode qui se fait par itération, c'est-à-dire que le client fait une demande, l'équipe projet commence à déployer cette demande, redemande au client s'il est toujours OK, et en fait, la demande évolue comme ça, par itération, au fur et à mesure du projet. Donc c'est toute une méthodologie qui est très spécifique, la méthode agile, avec des cérémonies, etc., et qui permet justement d'être plus en lien avec la demande du client initial. OK. Alors effectivement, il y a aussi des questions sur les niveaux de formation, l'accessibilité des formations, notamment Infrabac. C'est vrai que dans la préparation du webinaire, on a cherché à cibler plutôt des métiers qui sont, de faible niveau de qualification, parce qu'il y a aussi des formations bac+5 et autres. Et l'idée, c'était, voilà, on sait qu'on s'adresse aussi à des conseillers qui, travaillent en mission locale notamment, et cetera, et qui peuvent avoir des jeunes qui ont pas forcément le bac, et cetera. Donc, est-ce qu'il est possible, alors il y a le bac pro système numérique qui a été nommé, est-ce qu'il est possible de travailler, par exemple, avec ce type de diplôme? Voilà, qu'est-ce qu'il en est des formations? Alors, bon, on va juste introduire, puis on va passer au slide suivant, puisque de toute façon, Laetitia va continuer sur les formations. Mais oui, il y a des formations qui sont bien sûr accessibles. Moi, je sais qu'à Web Impulse, on a accueilli des personnes qui faisaient partie de l'école de la seconde chance, par exemple, soit de Saint-Nazaire, soit de Nantes. Donc, c'est des personnes qui sont plutôt en décrochage et plutôt très éloignées, assez jeunes. Donc oui, bien sûr, les formations enfin, les métiers qu'on vous présente sont accessibles et on va vous présenter un peu les formations qui vont permettre de former ces personnes. On va faire un rapide panorama, en effet, de quelles voies peuvent emprunter les personnes intéressées pour aller vers le numérique. Donc, il y a le cursus initial et puis il y a la formation continue, hein, ce qu'on va différencier. Il y a toutes ces formations, en effet, dans l'initial qui sont certifiantes et diplômantes, donc le DUT, les BTS, les licences. Et puis, il y a ces formations qui sont aussi certifiantes, mais qui sont accessibles soit par la voie de l'alternance, donc contrat pro ou contrat d'apprentissage, et également ces formations, les formations qui sont donc avec des titres professionnels. Donc, certaines sont en effet labellisées Grande École du Numérique et accessibles notamment à des personnes qui n'ont pas le bac, qu'on appelle infrabac, ou niveau bac. Et à côté, j'ai mis en parallèle, on en a parlé, Céline en a parlé en introduction, les parcours d'accompagnement. Donc, il y a les parcours d'accompagnement qui sont connus, qui sont, je dirais, plutôt généraux, prépa à venir, par exemple. Et puis, il y a ces parcours qui sont vraiment dédiés au numérique, comme prépa tremplin, par exemple, qui permet une définition du projet professionnel vraiment orienté vers des métiers du numérique. Et il y a ces formations courtes, accessibles à la reconversion également, qu'on appelle les POE, voilà, les formations de 3 mois, qui naissent soit voilà, d'Atlas, d'une étude sur les besoins en compétences terrain, soit directement des besoins d'une entreprise pour la création de ces actions de formation avec le soutien d'Atlas et Pôle emploi. On va vous donner quelques exemples dans la slide suivante, voilà, des différentes possibilités d'actions de formation que vous pouvez identifier. Alors, c'est vrai que pour la reconversion, on est assez focus sur voilà, les POE, voilà, les actions courtes, donc plutôt des formations qualifiantes. Certaines peuvent être avérées certifiantes, voilà, il faut les identifier. Et surtout les titres professionnels. Il n'y en a pas beaucoup des titres pro dans le numérique, malheureusement. Il n'y en a pas tant que ça. Donc là, vous avez mis quelques listes, en tout cas, qui sont en lien avec les métiers qu'on vous a présentés, qui permettent plutôt de valider un bac+2 ou bac+3 en fonction du titre professionnel choisi. Voilà, mais toutes ces infos, vous pourrez faire un petit focus tout à l'heure, justement, avec la démonstration de recherche sur choisir mon métier. Pour finir, on voulait également parler donc voilà, Grande École du Numérique, ce qui fait le lien avec le parcours qu'a suivi Sarah. Donc, il y a un site qui est dédié sur les formations qui sont labellisées Grande École du Numérique. Donc, qu'est-ce que sont les formations labellisées Grande École Numérique? Il y a eu un appel à projet donc, qui a été émis de nouveau en 2018 pour mettre en œuvre des formations pour plutôt un public cible, donc des demandeurs d'emploi, moins de 30 ans, avec une priorité, donc 80% de profils plutôt intra-bac et un accent volontaire sur la mixité avec une ambition de 30% de femmes dans ces formations.
et également une accessibilité aux personnes en quartier prioritaire de la ville. Donc, sur Bretagne, Pays de la Loire, voilà, on compte un certain nombre, un peu moins de 20 parcours labellisés Grande École du numérique. Donc, ce ne sont pas les écoles, on insiste, ce ne sont pas les écoles qui sont labellisées, ce sont bien les parcours qui ont été labellisés Grande École du numérique. Et là, vous voyez qu'on est quand même sur une grosse majorité de parcours à destination du métier qui vise le métier de développeur web. Donc, ça prouve bien que ça répond en tout cas aux besoins du territoire. Et puis, avec d'autres orientations. Voilà, on parlait de marketing digital dans les familles de métiers, techniciens support, designers qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, vous avez un panorama des quelques organismes de formation qui proposent des formations labellisées Grande École du numérique. Donc, il y a un site dédié sur lequel vous pouvez vous appuyer pour accompagner en effet les personnes en reconversion et les guider vers ces parcours. Et oui, il faut insister sur formation gratuite sur la souris qui bouge, c'est important. Mais Alice, je vais peut-être te laisser faire un point sur... j'ai mangé ta slide, te faire Pas un de point souci. sur Je viens de celle mettre le d'après. lien pour la cartographie interactive. Donc, sur la cartographie que je vous ai mis dans le chat, vous pouvez cliquer sur chaque, soit par ville, soit par métier. Et vous avez la liste de toutes les formations qui sont accessibles avec les prérequis. Parce que justement, je pense que ça vous intéresse aussi les prérequis. Et c'est la slide suivante. Puisqu'aujourd'hui, les critères de sélection, ils vont dépendre en fonction du métier visé, mais aussi de l'organisme de formation qui propose cette formation. De manière globale, sur ces types de formations grande école du numérique, donc pour des profils peu ou pas qualifiés, peu ou pas diplômés, les organismes de formation, globalement, vont juger pour l'intégration en formation sur la maturité du projet professionnel. Donc, ce qui va être observé, ça va être est-ce que la personne a fait des enquêtes métiers? Est-ce qu'elle s'est bien renseignée sur le métier? Et est-ce qu'elle peut définir en quoi consiste le métier? Avec ces mots et pas avec les mots voilà, qu'on peut trouver sur Internet et qui sont récités. Donc, ça va être une compréhension du métier, des enjeux, des difficultés aussi. Et puis, voilà, bien valider avec une enquête métier ou un stage d'observation, c'est encore mieux. Stage en entreprise, mais malheureusement, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est pas forcément que sur ça qu'on va juger. Ça va être aussi sur tout ce qui est savoir-être, donc une bonne capacité à communiquer, à se défendre, à argumenter, sa motivation. Ça va être ces éléments-là qui vont être, nous, des leviers pour nous dire que c'est un profil qui peut intégrer une formation, qui, même si sur des formations de 8 mois peuvent sembler longues, restent finalement assez courtes pour travailler enfin, voilà, pour apprendre un métier. Donc, on va voilà, vraiment juger sur la maturité du projet professionnel, la motivation, et puis les attitudes et le comportement et la communication professionnelle. Donc là, on voit bien sur cette slide-là qu'à aucun moment on va juger sur le niveau de diplôme et le niveau technique de la personne. On est sur des profils de personnes qui n'ont pas de niveau technique à l'entrée en formation. Ils peuvent en avoir s'ils ont commencé l'auto-formation. Et ça va être un élément pour nous aussi pour confirmer le projet professionnel. Ça va être est-ce que la personne est allée en ligne s'auto-former? C'est pas possible sur tous les métiers, mais en tout cas, par exemple, sur le métier de développeur web, il y a beaucoup de sites qui existent en ligne, notamment Open Classroom, qui est gratuit pour des personnes qui ont un identifiant Pôle emploi. Donc, Open Classroom, par exemple, on va voir au moment du recrutement si la personne, elle est allée voir, elle s'est auto-formée et elle a confirmé que ça lui plaisait au niveau de la technique. Voilà. Donc, je donne l'exemple du métier de développeur, mais sur l'ensemble des métiers, ça va être un petit peu similaire. Voilà par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Peut-être pour poursuivre sur le volet formation, je vais proposer à Marie-Josée de nous montrer sur le site Choisir mon métier, du coup, le chemin de présentation. Alors. Marie-Josée, je te laisse partager ton écran. Oui, tout à fait. Alors, je me permets d'intervenir, c'est juste pour préciser par rapport à ce qui a été dit sur comment faciliter la recherche de formation. Alors, sur l'éventail des métiers, dans le site Choisir mon métier pro, en fait, dans la rubrique Recherche avancée, vous allez pouvoir avoir accès et déplier, en fait, l'ensemble des actions de formation
saisie chez nous sur la base, en informatique, en langage informatique, en logiciel, en télécommunication. Et vous pouvez ensuite sélectionner, bien sûr, le lieu, le département ou la zone. Autre chose qui a été… donc là, on en a déjà plus de… Voilà. Et ensuite, vous pouvez sélectionner justement ce qui a été indiqué, visa métier. Donc, les formations qui sont accessibles via un financement visa métier, donc et un visa métier plus, donc c'est un abonnement de la région sur le CPF à hauteur maximale de 2 500 €. Et puis, ce qu'on a aussi, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez retrouver aussi les actions de la grande école numérique. Alors, vous pouvez les retrouver aussi dans un autre moyen. Donc là, par exemple, sur développeur, vous tapez développeur ici, vous cliquez. Donc, vous avez bien mon partage d'écran, ça va bien Oui, oui, ouais, on a bien le partage d'écran. Ouais. Donc, vous cliquez sur développeur et là, vous allez voir toutes les formations qu'on a en développeur. Donc là, on retrouve les formations de la grande école du numérique. Et puis, on retrouve aussi visa métier et les POEC. Alors, pour les formations préparation opérationnelle à l'emploi collectif, un petit conseil, en fait, c'est de taper… alors, ici, on peut taper Atlas. Donc, c'est l'OPCO. Et là, vous aurez les 17, normalement. Alors, pardon, ça doit être ici. Quand je remonte. Vous aurez les 17 POEC là en cours. Et on va retrouver justement… Voilà. Vous avez les préparations opérationnelles à l'emploi et vous retrouvez donc dans différentes villes. Il y avait une question qui était posée, est-ce qu'il n'y en a que sur Nantes? Donc là, non, on retrouve sur Avrier et même donc, sur le 85, on va en retrouver aussi. Et on retrouve les titres professionnels qui ont été cités aussi sur développeur web. Voilà. Et autrement, donc sur l'alternance, donc là, on vous préconise plutôt la recherche standard. Sur la recherche standard, donc on va avoir, on peut avoir l'informatique ici. Cliquez pour afficher et vous aurez ici le choix en fait, puisqu'il y a beaucoup de publics qui recherchent la formation par alternance, vous aurez donc la spécificité ici, est-ce que c'est formation en contrat d'apprentissage ou contrat de pro? J'attire votre attention sur recherche standard et recherche avancée. Recherche standard, on est à la fois sur des formations initiales et adultes, enfin continues. Recherche avancée, on n'est que sur de la formation adulte. Continue. OK. Voilà. Merci Marie-Josée pour ces précisions. Il est midi, du coup, je vais partager à nouveau peut-être l'écran sur le diaporama et puis je vais vous proposer de donner les derniers éléments pour conclure. Maëlys, Laetitia, Céline. Donc, il y avait effectivement des ressources qui étaient proposées, être mises à disposition. Oui, je crois qu'on ne voit pas ton écran, Bertrand. Ça y est. Ah, c'est ça. C'est parfait. Oui, c'est Céline. Oui, alors effectivement, je rebondis, il y a une question dans le chat, il y a beaucoup de ressources sur le numérique, sur les métiers, sur les formations. Donc, c'est une liste non exhaustive qu'on vous propose là. Évidemment, il y a les ressources en lien avec la branche professionnelle, donc l'Observatoire des métiers de l'OPIEC, le site Talent du numérique et Concepteurs d'avenir qui sont plutôt bien faits. Et plutôt sur la formation initiale, il y a pas mal d'éléments sur l'orientation des jeunes. Donc, ça peut être des sites intéressants à consulter pour valider ou confirmer certains parcours notamment.
Ensuite, sur la question sur Pôle emploi, alors là-dessus, Laetitia, je te laisse me dire si je me trompe, mais il me semble effectivement que sur la page, Pôle emploi, Pays de la Loire, sont censées être répertoriées, les préparations opérationnelles à l'emploi, à venir. Bertrand, c'est la slide d'après, s'il te plaît. Oui, je confirme, il y a un site dédié, voilà. Donc effectivement, donc c'est sur le site internet de Pôle emploi région Pays de la Loire, et donc la filière numérique en Pays de la Loire, et donc vous retrouvez pas mal d'infos, sur comment ça s'organise ça. Et puis, donc l'interlocutrice, c'est Caroline Jousset, qui est chargée de recrutement, filière numérique, et qui fait un sacré boulot, en tout cas au niveau de Pôle emploi, sur la filière. Ok. Ensuite, donc sur les ressources formation, il y a évidemment le site Choisir mon métier de la région Pays de la Loire, le site La Bonne Formation, donc pour les demandeurs d'emploi, donc là qui est proposé par Pôle emploi, et le site Grande École du numérique, qu'a mentionné Maëlys tout à l'heure. Et ensuite, sur d'autres types de ressources, alors qui changent peut-être aussi un petit peu, il y a Pôle emploi qui a sorti avec un youtubeur, Micode, toute une série de vidéos qui s'appelle Les passionnés du numérique. Et donc, le youtubeur revient en images sur certains métiers qui ont le vent en poupe. Et donc, franchement, ils sont vraiment super bien faites. La chaîne YouTube d'ADN Ouest, on a aussi, nous, côté ADN Ouest, pas mal de nos adhérents qui témoignent régulièrement sur leur métier. Donc, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, ça peut être une ressource pour en savoir plus sur les métiers qui ne vous sont pas forcément connus. Et puis après, il y a le format podcast aussi peut être intéressant. Le podcast écologie, donc là, c'est plutôt sur la tech et l'écologie. Le podcast des ordis, des souris et des hommes, alors là, qui va plutôt revenir sur la problématique de la mixité dans le numérique. Et voilà, vraiment, je vous le conseille, il est très, très intéressant. Et le podcast Écho aussi, qui interroge des personnes sur la tech. Et puis, dans les autres ressources, donc je vous le citais tout à l'heure, le site internet de l'Observatoire régional des compétences numériques d'ADN Ouest, et puis un petit article aussi sur la mixité dans le numérique, parce que ça, c'est un vrai sujet, en tout cas, actuellement. Alors, pour répondre à Julie, effectivement, on va vous envoyer à tous les participants, tous les inscrits, le diaporama. Donc, vous aurez tous ces éléments-là avec les ressources que Céline vient de présenter. Et puis, donc, une dernière slide sur, effectivement, quels sont les points à retenir sur les métiers du numérique sur cette filière. Alors effectivement, c'est ce que je disais en intro, c'est que donc, le numérique, donc, c'est une branche qui recrute, mais c'est aussi des métiers qui évoluent, dans lesquels il faut se former régulièrement. Et puis, il y a des vraies perspectives d'évolution de carrière, donc ça, c'est assez intéressant. Il y a énormément d'initiatives et d'événements locaux en région Bretagne et Pays de la Loire. C'est vraiment un écosystème qui est riche, qui travaille beaucoup main dans la main, que ce soit avec Pôle emploi, que ce soit avec la Maison de l'emploi à Nantes, avec ADN Ouest, avec toutes les associations qu'on a pu citer. On est vraiment en lien, et on essaye de travailler à enrichir ces confirmations de parcours et d'orientation vers le numérique et ses métiers. Donc voilà, il y a la possibilité vraiment de rester en veille sur ce qui s'y passe. Donc des métiers qui sont accessibles. Côté central, Laetitia et Maëlys en ont parlé, sur des formations qui sont parfois courtes, où les soft skills sont vraiment valorisés. Donc c'est aussi, voilà, c'est ouvert à toutes et à tous. Il y a beaucoup d'opportunités de reconversion professionnelle. Il y a la possibilité de transférer des compétences vers ces métiers-là, vers des métiers qui sont pourtant pas forcément connus, hein, les métiers du test, les métiers du support, mais qui sont des métiers qui recrutent et vers lesquels on peut facilement transférer des compétences. Et donc, effectivement, une variété de ressources en ligne, puis variété aussi d'événements, qui se soient portés par la filière, que ce soit portés par les écoles, les organismes de formation. Il y a toujours moyen d'aller tester et puis d'aller vérifier et confirmer son parcours. OK. Merci à vous. Alors, s'il y a une dernière question, éventuellement, on peut peut-être traiter. Alors, il y avait une question, effectivement. Est-ce qu'il existe des sites dédiés à la recherche d'emploi dans le domaine du numérique?
Pas à ma connaissance. Je pense que c'est... Alors, peut-être que Pôle emploi recense certaines offres. Après, c'est les sites traditionnels, hein, les sites Indeed, par exemple, Welcome to the Jungle, plutôt sur la tech, la start-up. Et puis, voilà, aller aussi sur les sites RH des entreprises, hein, qui recensent s'il y a une entreprise qui nous tape un peu dans l'œil. Bien souvent, les entreprises ont un site RH, donc ça peut être intéressant de les retrouver. Et on a aussi un job board côté ADN West, un espace dédié aux offres d'emploi. On a une 30aine d'offres actuellement en CDI. Donc, et ça peut aussi être un bon moyen sur ces sites-là de voir un petit peu en quoi consistent les postes, de voir un petit peu quels sont les attendus, et puis de mieux connaître justement ces métiers en allant consulter les offres d'emploi. Entendu. Merci, merci Céline. Juste avant de conclure, je vais vous proposer je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, de prendre connaissance des prochaines actions de professionnalisation qui sont à venir. Donc, cet après-midi, un webinaire sur la visite d'entreprise. Dans une semaine, un autre webinaire sur les métiers du soin, qui est aussi un secteur porteur actuellement. Et puis, donc, vous retrouvez sur cette page professionnalisation donc, du site Pro, Choisir mon métier, l'ensemble de la programmation à venir donc, de l'offre de pro du Carrefour F. Il me reste à vous remercier, Sarah, pour votre témoignage, Céline, Maëlys, Laetitia et Marie-Josée également pour vos interventions respectives sur ce webinaire. Et puis à bientôt à tous pour d'autres rendez-vous sur la professionnalisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.